Bienvenue sur la télé de Lilou, je suis en compagnie de Thierry Gauthier, un de mes chouchous. Thierry, tu sais que je t'adore. Mais moi aussi je t'adore, je suis ravi de te revoir. Merci de venir jusqu'à Paris pour faire cette interview. Pour te voir, j'irai loin. Ah, tu habites dans les Deux-Sèvres. Oui, oui. Nous, on se retrouve, j'ai déjà fait un de tes stages en Bretagne, j'en referai un autre bientôt parce que je trouve ça important de ressentir l'énergie des lieux. On avait été sur des lieux sacrés ensemble, on avait fait une merveilleuse interview à Carnac, dans un lieu chargé d'histoire et qui nous transporte. Et tu vois, j'apprends tellement à tes côtés que vraiment un très bon moment que j'ai demandé à Thierry de carrément écrire un livre dans ma collection parce que je trouve que ton savoir est important et profond. C'est-à-dire que c'est plus des introductions, c'est vraiment pour là, en tout cas ce thème-là, parce que tu as écrit sur de nombreux livres, mais ici, votre maison vous influence, transformer votre lieu de vie pour dynamiser votre santé, mais pas que, c'est dynamiser toute sa vie, est important. Je veux dire, tous les jours, on a un toit sur notre tête, on dort dans un lieu, que cette maison soit de location, qu'elle nous appartient, elle raconte notre histoire également, elle révèle des choses de notre vie. On a entendu beaucoup parler de Feng Shui, on avait aussi parlé d'énergie vitale ensemble, de géobiologie, ça c'est ta spécialité, tu es géobiologue et sourcier, et des ondes électromagnétiques. Et ce que j'adore chez toi Thierry, c'est que tu rectifies certaines choses parce que tu as tellement cheminé en 40 ans, qu'il y a des choses qui sont dites, il y a un peu tout et n'importe quoi, et tu nous mets en garde aussi dans ce livre-là, pour un peu, toi, à travers ta propre expérience, nous dire, voilà comment je ressens les choses, et voilà ce que je vous suggère. En fait, c'est un condensé des 40 ans, de ce que tu as appris en 40 ans, quand même, qui est là. Oui, je crois que ce qui est important, c'est d'avoir une cohérence. Ouais. Une cohérence globale de son habitat, savoir que ce n'est pas uniquement 4 murs avec un toit au-dessus. Ouais. Hein, j'explique même d'ailleurs l'introduction une phrase de Saint-Exupéry qui dit que la maison n'est point seulement un abri, mais qu'elle doit lentement déposer en nous une provision de douceur. Et c'est ça, c'est plus qu'un abri physique, c'est vraiment un foyer, un nid chaleureux où on doit pouvoir se reposer, s'épanouir. Et on en a d'autant plus besoin qu'aujourd'hui, on vit dans un stress permanent à tous les niveaux. Hein. On fait plein de choses dans la journée avec les smartphones, on est censé solliciter, les appels arrivent, les mails viennent, il faut répondre, on court dans l'autre sens sans arrêt et on perd une chose fondamentale, mais vraiment pour moi très très importante, le rythme, son vrai rythme intérieur, le rythme biologique. Et ce rythme-là, il faut le retrouver où ? Chez soi. Parce que dans la journée, on va prendre le train, on va prendre le métro, on va aller au travail, mais quand on rentre chez soi, on doit revenir dans un endroit où tout va se calmer et on va se recharger, se ressourcer. C'est très, très, très important. Ouais, on avait discuté dans une interview précédente de l'énergie vitale. Donc cette énergie vitale, je suppose qu'elle doit aussi bien circuler en nous, ce chi, que dans notre maison. Pour pouvoir se ressourcer, il faut que ça circule. Mais bien sûr, l'énergie vitale qui est dehors et qui rentre dans la maison, grâce aux gens du Feng Shui qui savent comment faire pour favoriser les circulations d'énergie dans chaque pièce, cette énergie vitale vient ici, elle nourrit mon corps énergétique, mon corps éthérique, et si il y a quelque chose qui est contraire à sa circulation, et ça peut être quelque chose d'artificiel, comme les rayonnements électromagnétiques, il est bon de le savoir, d'où le mot cohérence. Il n'y a pas forcément de choses à acheter, c'est juste des comportements. C'est ça moi, c'est ma conclusion au bout de 40 ans. Chacun peut, par lui-même ou par elle-même, chacune peut le faire, de modifier ses gestes pour ne pas être pollué. Voilà, c'est tout simple. Parce que dans l'invisible, il se passe plein de choses. On est au courant des ondes Wi-Fi, des champs électromagnétiques. On a entendu parler des ondes de forme. Donc, comment optimiser de manière juste générale, d'un point de vue général, notre espace pour que l'énergie circule mieux ? Quels sont les points de vigilance ou les erreurs à ne pas faire ? Oh, il y en a beaucoup. Ouais. Le but, voyons le but, c'est de garder pour soi le meilleur emplacement. Ah ben oui. Tu veux dire là où on va dormir ? Là où on va dormir, là où on va avoir un bureau, un siège de fauteuil de salon, voilà, un endroit où on va être bien. Il ne faut pas qu'il y ait une pollution autour de soi qui puisse nous atteindre. Donc, si on dort dans un lit, il faut éviter d'avoir derrière la tête du lit un réfrigérateur. Parce que le champ magnétique du moteur qui fait du froid va traverser la cloison, parce que les champs magnétiques traversent tout. Le champ magnétique de la boussole traverse les étages,
les dalles de béton. Partout, on trouve le nord avec une boussole. Donc le champ magnétique d'un réfrigérateur va traverser la cloison. Le champ magnétique d'un tableau électrique aussi. Voilà. Donc derrière une cloison qui se trouve derrière la tête de lit, il ne faut rien mettre qui puisse générer un champ magnétique. Après, sinon, on est bombardé au travers de la nuit de ça et le corps ne se régénère pas de la même façon. Alors, il y a deux choses. C'est qu'au niveau énergie, il y a un grave parasitage, ça c'est sûr, mais au niveau physique, attention, un champ magnétique, alors ça c'est la médecine, hein, un champ magnétique accélère toujours un processus tumoral. Donc là, on arrive dans des nuisances physiques, il y a des symptômes répertoriés, il y a eu 1500 études qui ont été faites épidémiologiques à travers le monde. Alors certaines prouvent ça, d'autres sont contradictoires, mais c'est toujours comme ça dans l'information. Mais il y a des cancers qui viennent régulièrement, mais il n'y a pas que ça. Le fait de mal dormir, d'être fatigué le matin au réveil, peut tout simplement être dû à un champ électrique, à un champ magnétique, à un courant d'eau souterrain, parce que l'eau souterraine, quand il y a un gros débit, va rayonner en surface, ou à un portable à la tête du lit, sur la table de chevet, qui est laissé en veille. Il y a un truc que je me demande là, comme ça, dans notre conversation, pourquoi on n'est pas égaux face à ça? Il y a des gens qui le ressentent, qui sont sensibles à ça, et pas d'autres. Il y en a pour qui ça va avoir un impact sur la santé, et pas d'autres. Parce que, heureusement, nous sommes tous différents. Ouais. Quand on va voir un homéopathe, il va nous classer. Deux personnes qui ont les mêmes symptômes n'auront pas le même traitement chez un même homéopathe. Parce qu'elles n'ont pas le même terrain. On a tous des terrains différents. Et heureusement, autrement on serait tous pareils. Ce serait triste. Oui, oui. Bah ouais. Et donc il y a des gens, par contre, il y a des populations qui sont sensibles. Alors au niveau physique, hein, les populations sensibles sont notamment les enfants. À partir du stade fœtal, le portable à la ceinture pose problème chez les hommes, enfin chez les jeunes hommes, et les jeunes femmes. Et puis aussi, alors après, il y a au niveau quand on est avancé dans l'âge, mais c'est surtout quand l'organisme est en plein développement. Ouais. Ouais, d'ailleurs, on voit, et t'en parles, tu nommes des enfants, des nouveau-nés qui se retrouvent les pieds au niveau de la tête et complètement à l'inverse, parce qu'ils se positionnent là où il faut et ils le ressentent, non? Ouais. Quand par exemple une veine d'eau souterraine passe sous une maison, et il faut savoir qu'il y en a sous toutes les maisons, hein. Heureusement, il faut de l'eau, autrement on serait tout sec. Il y a toujours 2, 3 veines d'eau, 4 veines d'eau qui passent sous une maison, mais elles ne sont pas toutes intenses. C'est l'intensité du débit qui crée la perturbation en champ électrique, en rayonnement gamma, enfin on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a vraiment des choses mesurables en surface. Et si le bébé qui est hypersensible, les bébés sont hypersensibles, se trouve à sa tête au-dessus d'un rayonnement tellurique, donc, qui le dérange, on va le retrouver le matin, la tête au pied du lit. Ou, autre symptôme, c'est qu'il souffrira d'énurésie infantile, un petit pipi au lit. Et c'est très amusant de voir que le même bébé, quand on part en week-end et il dort chez les grands-parents ou en vacances ailleurs, il aura plus son pipi au lit, tout simplement parce qu'il ne sera plus dans le rayonnement de l'eau. Donc les maisons, chaque maison a son histoire. Toi, tu étudies, tu vas dans les habitations, tu vois ce qui se passe au niveau souterrain, au niveau des ondes telluriques, au niveau des eaux souterraines, justement, oui, au niveau tout ce qui est rayonnement. Des rayonnements, etc. Oui. Ça se mesure maintenant. Et tu vas conseiller aux personnes de positionner de telle ou telle façon, de faire telle ou telle chose pour que l'énergie vitale circule mieux. Donc les maisons, parce que tu nous parles de ça, ont des mémoires, même si tu n'es pas spécialisé des mémoires des lieux, les endroits sont chargés d'une histoire. Je veux dire, tu parles de maisons à divorce, ça existe, des maisons où il y a eu des maladies. Ça peut arriver. Alors heureusement, il n'y en a pas tant que ça. On en parle beaucoup, beaucoup trop, je trouve. Alors c'est vrai que ce n'est pas le travail du géobiologue, c'est un travail de spécialiste. Parce que c'est vraiment une particularité. Le géobiologue n'est pas un couteau suisse. Moi, je fais les rayonnements, mais de même qu'on ne fera pas venir un maçon qui fera le couvreur, qui fera le jardinier et qui réparera le frigo. On ne peut pas tout faire. Donc ça, c'est un travail de spécialiste. Et la mémoire, ce qui est très amusant, je trouve, enfin surprenant tout au moins, c'est que quand on parle de mémoire des murs, les gens pensent toujours à des mémoires négatives. Oui. Ben non. De même qu'il y a des parfums qui sentent très très bons, et d'autres qui sont un peu moins bons, ben les mémoires des murs peuvent être fantastiquement positives, ça arrive, ou neutres, très très rarement négatives, très rarement. Alors c'est vrai qu'une maison où il y a un crime, par exemple, là il peut rester quelque chose, parce qu'il s'est passé une violence. Et c'est un peu, vous savez, tu sais, quand on frotte un aimant sur un morceau de fer, le fer devient pendant quelques instants un peu aimanté, mais il n'est pas aimant pour longtemps. Donc une mémoire, c'est ça, c'est comme un parfum.
une diva qui passe dans une pièce et qui laisse son parfum. La pièce va sentir voilà, ce parfum pendant un jour, 2 jours, puis après ça va s'estomper. Mais quand il y a un événement violent, très violent, le parfum peut durer, le parfum énergétique, des siècles. Il revient sans arrêt. Ça nous impacte. Ça peut perturber les personnes qui vivent là, notamment les enfants, la nuit, dans leurs rêves. Parce que la nuit, nos sens sont complètement en éveil, on est déconnecté, et les enfants qui sont hypersensibles ressentent ça. J'ai vu pas mal de cas où les enfants faisaient des cauchemars la nuit ou pleuraient, et c'était lié au passé de la maison. Ouais. Pour les cas négatifs, il y a des cas positifs. Oui, mais tout comme les objets ou certains meubles peuvent aussi avoir une mémoire de certaines choses qui se sont passées. Alors ça arrive, tout ça est toujours rare, hein. Mais un fauteuil, par exemple, comme celui-là, si une personne s'assoit tous les soirs dedans pendant 40 ans et s'assoupit au bout d'une demi-heure, ben celui qui va l'acheter chez un antiquaire, il va s'asseoir puis il aura facilement envie de faire la sieste. Voilà, c'est une information. La mémoire, il faut la prendre comme ça. Ouais. C'est une information qui s'incruse dans un objet, dans un bijou, dans un mur. Ouais. Parfois elle est légère, parfois elle est très très forte. Mais je le répète à nouveau, c'est rare qu'elle soit très forte. Oui. Mais il y a ces objets qu'on a chez nous qui finalement nous rappellent quelque chose et c'est pas toujours le mieux. Ça c'est autre chose que la mémoire pure, c'est le souvenir qu'elle entraîne chez nous. Ouais. L'objet d'une personne qui nous a quittés, pour une raison ou pour une autre, hein, ou décédée, nous remet dans une situation peut-être qu'on n'a pas envie de revivre, mais on a gardé l'objet. Ça, c'est pas que c'est à éviter, il ne faut pas rayer le passé, mais il faut savoir se garder une place de vie pour être dynamique. Le passé, on a été heureux de le vivre, ce passé, toujours. On ne fait rien par hasard, tout est utile et tout nous nourrit, mais il faut continuer. Ouais. Donc par quoi commencer chez nous pour se rendre compte de là où en est notre habitation, là où on en est dans notre vie, parce qu'on a souvent entendu que notre maison était vraiment le reflet de notre état intérieur également. Toi, il y a 40 ans, quand tu as eu des soucis de santé et que tu as réussi à faire le parallèle entre tes soucis de santé et ta maison, et que tu t'es mis au fur et à mesure d'apprendre sur ton lieu de vie pour rectifier certaines choses, je veux dire, c'est vaste, c'est grand, c'est immense. Par où on commence dans cette exploration-là? Par soi. Par soi. Oui, parce que ça fait drôle de se rendre compte que finalement, on est malade à cause du lieu où on habite. On se dit, mais j'ai pas pris ça à l'école. Et ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas, c'est prendre sa maison en grippe. Parce que ça, j'ai souvent vu. Ouais. Comment voulez-vous qu'une maison envoie de la douceur si on ne l'aime pas? La maison n'y est pour rien. Si on a mis son lit au mauvais endroit, si on a mis des appareils qui rayonnent des champs électromagnétiques près de soi, la maison n'y est pour rien. C'est l'habitant qui est responsable. Donc je pense que la meilleure chose à faire, et c'est pour ça qu'on a fait ce livre ensemble, c'est de savoir ce qu'il faut faire ou pas faire quand on achète une lampe, quand on branche sa lampe de chevet, il y a une façon de la brancher, il y a un sens. Quand on choisit un téléphone portable, un smartphone, il y a des indications qui sont données, il faut les lire. Il faut lire les étiquettes, il y a des chiffres obligatoires, il y a des normes. Il faut savoir à quoi ça correspond. Et on peut vraiment éviter des fortes pollutions. Et ça, c'est valable pour toute la maison. Là où c'est plus difficile, c'est quand la pollution ou le désagrément vient de l'extérieur. Par exemple, une antenne relais face à la maison, une ligne à haute tension, on ne peut pas le déplacer. On ne peut rien faire. Alors qu'à la maison, quand on a quelque chose qui est source de... Que ce soit un courant d'eau souterrain ou une base de téléphone, on peut soit repousser, ou un réfrigérateur, on peut repousser leur source de rayonnement, ou s'en écarter, ou lui choisir un modèle moins rayonnant. Et ça marche vraiment, ces tissus plus épais, là, pour éviter les rayonnements du Wi-Fi et autres, tu sais, ces tissus, comment t'appelles ça? Ah, les housses de blindage. Ouais, ça marche, oui. Hein? Ah oui. Pour les box, par exemple, il y a des housses de blindage pour box. On met sa box à l'intérieur. Ça se présente un peu comme un tulle de mariée, un petit voilage presque transparent. Il y a des fils d'argent à l'intérieur. Et moi, j'ai des appareils. Hein. On met la box dedans. Et quand on fait la mesure, on peut stopper environ jusqu'à 87% des ondes. Alors, parce qu'en fait, les box sont prévues pour fonctionner dans les plus grandes maisons possibles, pour que tout le monde soit content. Donc, il y a un débit gigantesque. Donc, vraiment gigantesque, et quand on met la housse, on supprime, je te dis, presque 90%, et les 10% ou 15% restants
restants permettent que ça fonctionne toujours. Hein. Oui, oui, on a des solutions. Et on reçoit quand même du débit. Oui. Et de même pour notre portable, alors qu'est-ce que tu conseilles? Parce que beaucoup d'entre nous, c'est sûr, on le sait, on le tient à côté de notre lit, on l'a posé, on le branche juste à la tête du lit, et on le consulte de temps en temps la nuit pour savoir quelle heure il est quand on se réveille, parce qu'on dort mal. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le portable, tout seul, il se met en relation avec l'antenne relais là, pour savoir où il est. Ouais. Il a été payé pour fonctionner. Donc s'il y a un appel qui arrive, il veut le réceptionner. Donc ça dépend des marques, hein, mais tous les 3, 4, 5 minutes, il rentre en relation avec l'antenne relais. Donc il téléphone tout seul. Et donc il y a un faisceau d'ondes qui vient. C'est pas un petit fil de l'Ariane gros comme ça qui vient vers le portable. Si c'est près du lit, toute la chambre y passe. Donc voilà, toute la nuit, on baigne à un moment régulier, intervalle régulier, dans un faisceau d'ondes d'hyperfréquence. Ça, c'est vraiment dommage. Pour moi, un portable, il n'a pas la place dans la chambre. En plus, sur un plan énergétique pur, là je parlais de nuisance physique, hein, parce que vraiment, il y a la nuisance physique, mais sur un plan énergétique, on est toujours à la merci d'un éventuel appel. Donc, on n'est jamais avec soi-même. On n'a pas de détente. On est toujours sur le qui-vive. La chambre, c'est un lieu à privilégier. Dans une chambre, on devrait être comme sur le bord d'une plage. Voilà. Et puis on entend le murmure de l'océan. Voilà. Ça devrait être ça. Et pas avoir un truc qui va se mettre à clignoter ou qui peut-être va clignoter pour nous dire que quelqu'un va appeler. Parce qu'on n'est jamais calme, on n'est jamais serein. Et si on veut savoir l'heure, moi j'ai acheté une chose, c'est formidable, ça s'appelle un petit réveil avec une pile. Ça fait pas de bruit et j'ai l'heure. Et par rapport aux énergies, justement, parce qu'on en avait parlé lors de la première interview, mais tu sais, il y a des énergies qui sont favorables, défavorables. Il n'y a qu'une source d'énergie, en fait. Il n'y a qu'une seule énergie qui existe. Mais il n'y a qu'une énergie. Parce qu'on dit souvent des énergies, mais oui, non. En Occident, on dit ça. Mais c'est une facilité de langage. Mais de même qu'on ne dit pas des soleils. Il n'y a pas le soleil de Provence et un autre soleil en Bretagne. Il y a une énergie vitale qui est sur toute la planète. C'est la même chez toutes les personnes, les acupuncteurs la connaissent bien, c'est le fluide vital, voilà, le chi, le ki. Et par contre, ce fluide vital, cette énergie, prend l'information de l'endroit où elle se trouve. Dans une forêt, l'information est différente qu'au bord de la mer, ou dans une prairie, ou dans une prison. Voilà, les endroits très différents. Et l'énergie de la cuisine sera différente de la maison, de l'énergie de la chambre à coucher. C'est ça, c'est tout simple. C'est vraiment tout simple. Il faut que l'énergie vitale du dehors vienne dans la maison et qu'on lui donne une belle information, une belle teinte. Il faut lui donner de la douceur, il faut lui donner de la poésie. Si on a un balcon, si on a un jardin, il faut planter, il faut mettre des fleurs. Moi je dis toujours les fleurs, c'est de la poésie qu'on met dans le jardin. Les plantes vertes dans un appartement, c'est formidable. C'est du vivant, c'est de la douceur qu'on amène. Mais on peut pas... Il y a un truc qui est intéressant, c'est que cette énergie-là, il n'y a pas de raccourci. Tu vois, des fois, il y a des choses qu'on entend aussi qui nous font croire que parce qu'on va mettre tel objet là, l'énergie va légèrement se détourner et ne pas atteindre notre lit. Enfin, en fait, on entend tout sur la manière de rééquilibrer l'énergétique. On rééquilibre rien du tout. Parce que tu sais, il y a ces petits trucs là, comment ça s'appelle, ça qu'on pose près d'un... On ne va pas les nommer. On ne va pas les nommer? Oui. D'accord, tu n'as pas l'air en faveur de ça? Non, je ne suis pas du tout en faveur. J'ai fait ça à mes débuts. Tu vois qu'on met près d'un ordinateur et... Oui, j'ai fait des choses comme ça, des rééquilibrages, des harmonisations de maison à mes débuts. J'ai vite arrêté. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simple. Hein. Vous avez une nuisance, je dis vous, toi Lilou, tu as une nuisance, mais vous, à tout le monde, co-créateur, co-créatrice, vous avez une nuisance qui vous atteint. Alors l'idéal, c'est qu'elle ne vous atteigne pas, on est bien d'accord, on s'en écarte ou on l'écarte. Mais il faut aussi agir à un moment donné. On ne peut pas dire je mets à chaque fois de l'aspirine pour neutraliser, parce qu'on neutralise rien du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces choses-là peuvent, je dis bien, peuvent parce que tout le monde ne le fait pas, hein, peuvent dans certains cas atténuer un ressenti énergétique. Il y a des gens qui vont dire ah, depuis que j'ai mis telle chose, je suis un peu mieux. Pourquoi pas? Tout comme un aimant, la magnétothérapie, ça existe, peut soulager des maux de tête. Voilà. Mais
Mais ça n'enlève pas la présence des rayonnements. Oui. On enlève simplement le symptôme occasionné par les rayonnements. Mais eux sont toujours là. Donc on a agi. Souvent, ce sont des symboles ou des formes qui agissent uniquement dans l'énergie. Donc ça va modifier légèrement l'information énergétique, mais ça ne va pas supprimer la cause physique. Les rayonnements, d'accord, ils sont invisibles, mais ce n'est pas ésotérique. C'est bien physique, un rayonnement électromagnétique. Ils vont toujours être là avec leur nuisance physique. Et cette nuisance-là, elle est grave, vraiment grave. Il ne faut pas bousculer l'information d'un lieu comme ça. On joue trop à ça. Et moi, les maisons où je me déplace, où il y a eu des rééquilibrages, en général, j'enlève tous ces machins-là. Et les gens, oui, j'enlève. Je dis aux gens de l'enlever, je leur explique. Et beaucoup me disent après, c'est impressionnant, qu'on a enlevé, après, on a senti une libération. Wow. Un apaisement, ouais, wow. Un apaisement. Parce qu'on bouscule, en fait. On fait un peu les apprentis sorciers. Oui, c'est le mot. Je l'ai fait, je peux en parler, je parle de moi, là. Je l'ai fait, j'ai vite arrêté, parce qu'on croit manipuler une petite chose, alors que c'est grandiose. Moi qui m'intéresse beaucoup au lieu sacré, tu en as parlé tout à l'heure, mais les gens qui construisaient les cathédrales, ils tenaient compte de la géologie. Je ne parle pas des veines d'eau, mais de la géologie. Donc vraiment des minéraux. Après, des veines d'eau qui coulaient en dessous. Après, de l'orientation au soleil, de la forme du bâtiment, du polarité des pierres, des informations symboliques, tout y était. Ils faisaient vraiment un écrin d'énergie. Et c'est pas aujourd'hui qu'il y a plus d'artifice qu'on va poser, qu'on va tout régler. C'est pas possible. C'est illusoire en 5 minutes. Ça marche pas comme ça. Ouais. On parle de la santé. Le premier rôle du géologue, c'est la santé. On vient pour voir si quelque chose peut nuire aux gens. Et s'il y a quelque chose qui nuit aux gens, qu'est-ce que je dois faire pour éviter qu'ils ne soient plus dans ce rayonnement? Point. Donc, dans notre maison, les causes principales des maladies, s'il y avait 3 choses qui sont liées, des maladies qui sont liées bien sûr à un rayonnement, ouais. Parce que des causes de maladies, il y en a beaucoup. Non, mais au niveau de la maison. Alors, il y a les rayonnements naturels de l'eau. Les rayonnements toujours naturels, ça concerne une vingtaine de départements français. Le radon, c'est la radioactivité naturelle. C'est un gaz radioactif qui est issu de la désintégration du radium et de l'uranium qu'il y a dans l'écorce terrestre. Il y a quand même 3000 décès par an en France dus au radon. Il y en a 3080. Je l'ai appris dans ton livre, ouais. Ouais, il y en a autant que d'accidents de la route, à 200 près. Les accidents de la route, c'est 3200. On en parle beaucoup moins. 3000 dus au radon en France, c'est le chiffre qu'on peut trouver sur un chiffre officiel. Et puis donc les autres rayonnements artificiels, eux, donc la pollution électromagnétique, qui se décompose en champs électriques et champs magnétiques qui sont rayonnés par les appareils que nous utilisons au quotidien. Alors on a le droit de les utiliser. Le tout, c'est à quelle distance les mettre de soi pour ne pas être touché par les niveaux les plus intenses. Et puis, bien sûr, les hyperfréquences. C'est la première fois qu'on a une source d'émission d'ondes contre le corps humain. Alors, c'est pas parce que c'est la première fois que c'est pas bien, faut pas être comme ça. Mais ça y est, maintenant, on a quand même, depuis pas mal d'années, on sait des choses. Moi, je suis intervenu une fois à l'Office du tourisme de Morlaix, à la demande du médecin du travail, pour mesurer. Il y avait un problème de gliome, la dame qui répondait au téléphone a été opérée d'un gliome, c'est une petite tumeur cérébrale ronde, du côté de l'oreille qui téléphone le plus. À titre d'exemple aussi, le ministère du Travail en Suède a fait une enquête auprès de 2200 utilisateurs abusifs du smartphone. Sur les 2200, il y en avait 906 qui avaient un gliome, une tumeur cérébrale, du côté de l'oreille qui téléphonait le plus. Donc il n'y a pas rien. Ouais. Donc je suis très très vigilant. Donc dans sa maison, il ne faut pas mettre le grand truc. Si on pouvait colorer tous ces champs, tous ces rayonnements, je crois que là, beaucoup de personnes verraient qu'ils ne se sont pas gardés une place où il n'y a rien. Nous, on groupe les pollueurs. C'est-à-dire dans la cuisine, on va mettre le frigo, si on est dans une maison, le frigo, et si le garage est derrière, on mettra le congélateur. Mais on tournera, ou le tableau électrique. On mettra les appareils qui rayonnent pour que le rayonnement aille dans le garage ou vers l'extérieur, mais pas derrière une cloison où il y a un lit. On groupe les pollueurs, et puis après, on arrête d'en mettre partout. Ouais. Si on a une base de téléphone sans fil, de maison, on ne la met pas près de son lit ou près de son bureau. Parce qu'une base, si elle n'est pas bien réglée, peut rayonner autant toute la journée que si on téléphonait. Il y a des réglages pour ça, pour certaines marques. Mais quoi faire pour par exemple, il y a un escalier, où il y a parce qu'on parle beaucoup d'ondes de forme également. Il peut y avoir également des colonnes, des choses qui font qu'en effet l'énergie circule. Oui, là on est dans le feng shui, là. Pas de manière optimale, mais ça en fait partie. Oui, ça en fait partie sur le plan énergétique. Alors, il y a des erreurs à ne pas faire.
un escalier central en colimaçon sans contre-marche est la pire erreur qu'on puisse faire. Parce que l'énergie, le mot feng shui, la traduction, c'est vent et eau. Et l'énergie vitale, alors c'est pas du vent ni de l'eau, mais elle a les mêmes qualités, c'est-à-dire qu'elle coule comme de l'eau et elle peut monter comme du vent, elle ondule. Mais quand elle monte, elle va être attirée par ce tourbillon d'un escalier hélicoïdal. Simplement, en montant, elle tombe comme si c'était de l'eau entre les contre-marches. Et ça fait un gros remous, ça crée une perturbation. L'idéal d'un escalier, c'est que l'escalier soit accolé au mur et suive le trajet du mur. C'est l'idéal. Et si jamais l'escalier est au centre de la pièce, à ce moment-là, il faut essayer de le cloisonner. Autant qu'on peut le faire, hein, avec des meubles, des plantes, pour essayer d'atténuer l'appel de l'énergie vers cet escalier. Tout comme une entrée de maison, tu disais, vaut mieux, c'est pareil, le chi rentre par la porte d'entrée ou par l'appartement, faire en sorte que ça ondule plutôt qu'en ligne droite, parce que ça va faire un grand appel, il va y avoir d'un seul coup un grand bloc d'énergie qui va rentrer dedans, et c'est pas forcément le mieux. C'est un grand flux. Pour une maison, par exemple, qui aurait un petit jardinet devant, s'il y a une allée droite rectiligne qui vient du trottoir, l'énergie arrive à toute vitesse et va créer ce qu'on appelle en Chine du chat. Du chat. Du chat, oui, S-H-A. Et c'est un flux trop fort. C'est comme si on voulait, je prends la comparaison, c'est comme si je voulais arroser mes roses avec un jet d'eau. Les pétales, c'est fini. Mes pauvres roses, voilà, c'est pareil. Il faut que l'énergie, il faut que ça ondule. On manque d'ondulation, de toute façon, dans notre époque. On manque de courbes qu'on avait au XVIIIe siècle, beaucoup plus. On a besoin de rondeur et de douceur. Et l'énergie, elle est appelée comme ça. Quand ça tombe trop vite, ça va trop vite. Mais quand ça va doucement comme ça, une allée légèrement sinueuse attire l'énergie, la calme et la revigorise, lui donne de la vigueur, la dynamise légèrement. Tout comme les jardins chinois, asiatiques. Il faut des petites allées comme ça où on va découvrir une plante derrière un petit bosquet, le bruit d'une fontaine au fond là qui nous attire. Mais c'est jamais le jardin à la française. Jamais, jamais. Mais on peut créer ça dans un appartement aussi, ce mouvement-là qui ondule. Mais bien sûr, avec l'emplacement des meubles, mettre des plantes vertes au bon endroit, la décoration, c'est très important. Les matières, les couleurs. Les couleurs, oui. Il ne faut pas que ce soit uniforme. Et puis, il faut aussi mettre ces couleurs. Il ne faut pas forcément reproduire ce qu'on a vu dans un catalogue publicitaire. C'est beaucoup d'IKEA maintenant. Oui, ou d'autres. Non, il faut mettre ce qu'on aime, il faut mettre de l'âge. Si on est bien avec une couleur, quand on s'habille le matin, on a envie de prendre tel vêtement. Parce qu'on sent que c'est la couleur dont on a besoin ce jour-là, et pas un autre qu'on va mettre un autre jour. C'est une perception complètement énergétique, mais très très valable. Ben, dans sa maison, c'est pareil. Je répète, ça doit être notre nid à nous. On dit toujours notre deuxième peau. Moi, je vais plus loin qu'un deuxième peau. C'est vraiment un nid. C'est comme nous, on a un corps éthérique. Hein. Ben, la maison, elle a son corps éthérique qu'on est dedans. On l'appelle l'aura. Quelle a été pour toi la plus grande révélation comme ça quand tu avais commencé ça, ces 40 ans d'exploration? La plus grande révélation? Alors, la plus grande déception, c'était de voir qu'on pouvait être malade de sa maison. Et la plus grande révélation, c'est de voir qu'à une époque, on savait construire au bon endroit et de la bonne façon. Alors les églises romanes, bien évidemment. Oui, mais le nombre d'or. Oui, le nombre d'or. Mais j'ai vu des maisons, parce qu'à une époque, on savait le faire. Maintenant, on ne peut plus le faire parce que dans chaque maison, dans chaque pavillon, il y a au moins 1 kilomètre de fil électrique. Donc une énergie contraire à l'énergie vitale. Mais par exemple, jusqu'au XVIe siècle, moi j'ai vu des maisons où on mettait la cheminée. Pour construire une maison, on cherchait l'emplacement où 2 courants d'eau se croisaient. On y mettait la pierre d'âtre. Et on avait une cheminée aussi haute que le courant d'eau était profond. Parce qu'il y avait du feu toute la journée. Donc là, on utilisait la puissance dynamisante de la pierre pour faire vibrer les murs, pour être dans une maison vibrante. On savait le faire. Maintenant, on ne peut plus faire ça, à cause de l'électricité, entre autres. Et puis, on n'a plus les moyens, je veux dire, de choisir l'emplacement comme ça. Mais on peut quand même construire sa maison si on a la chance d'acheter un terrain et de construire après ce que l'on souhaite. Alors, on peut le faire au nombre d'or, ça change beaucoup de choses? On peut faire au nombre d'or, mais oui. Est-ce que ça permet d'harmoniser le nombre d'or? Je veux dire, comment tu peux nous refaire un petit cours sur le nombre d'or? Le petit cours sur le nombre d'or.
Ben, le nombre d'or, tout le monde en parle, le fameux 1,618, mais il n'y a pas que le 1,618. C'est le nombre, c'est vrai, d'origine qu'on connaît, mais il est démultiplié mathématiquement. On peut avoir racine carrée du nombre d'or, le nombre d'or sur... Le Parthénon, qui est le joyau au monde, il n'y a pas que 1,618. Il y a racine carrée, partout, partout. Pourquoi le nombre d'or? Ce qu'il faut comprendre, toujours, il faut être cohérent, quelle logique? Le nombre d'or, est issu de l'évolution de la vie dans la nature. Quand on prend une feuille, par exemple, je prends une feuille de chêne, sa longueur, sa largeur, nombre d'or. Ton visage, largeur, hauteur, nombre d'or. Comme celui de la Joconde. Tu as le visage de la Joconde, mais nombre d'or. L'oreille, pareil, c'est une spirale logarithmique due au nombre d'or. Le nombril du corps humain est situé à la hauteur du corps total, divisé par le nombre d'or. Les prises de vue, les affiches de cinéma, on voit toujours... inconsciemment, la personne qui sait faire une bonne prise de vue va mettre l'élément important sur l'angle d'un rectangle qui va être au nombre d'or. C'est la vie. Les branches autour d'un arbre, c'est une spirale calculée au nombre d'or. Tout est nombre d'or. Au Moyen-Âge, quand on construisait une maison, quand on construisait une église, les mesures n'étaient pas centimétriques. C'est le palme, l'empan, la coudée. Et chacune était le multiple de l'autre, multiplié par le nombre d'or. Le nombre d'or, c'est nous. C'est pour ça que quand on est dans une maison où il y a le nombre d'or dans les proportions, la porte d'entrée d'une maison devrait être placée, mais bon, il y a des maisons où la porte d'entrée est placée, les fenêtres, c'est calculé au nombre d'or. Pour que l'énergie vitale de dehors s'y retrouve, on va dire « Ah, je suis chez moi ». Elle rentre, et dans la maison, elle est chez elle. C'est l'harmonie parfaite. Voilà. C'est pas pour autant qu'il faudra mettre des pollutions partout, mais ce sera un plus, un gros plus, ouais. Mais on peut être très heureux dans un appartement, dans un studio, dans une maison qui n'a pas été construite au nombre d'or ou qui n'a pas été placée au bon endroit. Si le lit est au mauvais endroit, oui, c'est des petites choses à rectifier. C'est ça qui fait du bien à lire ton livre, voilà. Il faut être positif, vraiment positif, et de se dire il y a toujours moyen de faire quelque chose pour être mieux, et bien souvent sans dépenser d'argent pour ça. Oui, c'est ça. Mais il faut accepter de faire des choix. Alors les choix, c'est... J'aime pas le mot sacrifice, mais il faut savoir choisir. Mais souvent, quand on suit... Moi, je me souviens à l'époque, quand je regardais vraiment et je m'intéressais au feng shui, je voyais que si je déplaçais un objet en fonction de ça et de cette information-là, je voyais que de toute façon, finalement, il était beaucoup mieux là où il était mis en valeur, il y avait quelque chose de plus naturel et qui circulait mieux. Enfin, c'est fou parce que quand on a cette sensibilité-là, oui. Déjà, ça permet de changer un peu son environnement, tu vois, de changer un peu sa déco. Ça fait du bien, ça aussi, de changer ses meubles, de bouger les choses, de les replacer avec des grilles de lecture qui sont quand même utiles, tu vois, avec toute cette information-là. Et on a l'impression que ça va faire beaucoup, que ça va être très dur à mettre en place. Mais finalement, c'est des petits détails, c'est des petits changements pas à pas qui vont faire qu'on va se sentir beaucoup plus en paix dans sa maison. Et c'est comme une énergie renouvelée aussi, tu vois. Tu as raison. Comme si on ouvrait les fenêtres et que l'énergie recirculait. Parce que tu as dit, c'est ma déco, c'est-à-dire qu'on intervient personnellement. Ouais. C'est pas, j'ai un mode d'emploi du livre, je fais comme dans le livre, non. On intervient personnellement, donc on y met son cœur. Ouais. Très important ça, le cœur, non? Il sait, le cœur sait. Ben, il faut réfléchir avec son cœur dans la vie. Et c'est là que ça se passe. Ouais. Alors bien sûr, dans le livre, on apprend ce qu'il ne faut pas faire, des conseils, d'orientation, de tout, mais à un moment donné, on choisit. Si tu mets une fleur à l'endroit où tu n'as pas envie de la mettre, ça n'ira pas. Ouais. Mais les indices, il y a clairement des indices dans notre corps qu'il y a des choses à changer dans notre environnement, dans notre vie, on résiste, mais bien s'il y a des choses qui sont récurrentes, qui ne vont pas et autres, on a plusieurs grilles de lecture, plusieurs pistes, mais la maison peut être un lieu où on devrait regarder justement, ok, dans ma vie, il y a ça et ça qui ne fonctionne pas, où j'attire pas le compagnon de vie, où j'ai une maladie, où tu vois, où il y a une perte d'énergie, je me sens fatiguée. Pourquoi on ne regarderait pas en premier notre maison, qui est, comme tu dis, notre chez nous on passe, je crois, 18 heures par jour dans un bâtiment. On passe tellement de temps dans son foyer. Combien de temps on passe dans son foyer? Et c'est notre lieu à nous. C'est pas notre lieu de travail. C'est intime. C'est intime. C'est notre intérieur. Il doit être au mieux. Au mieux qu'on peut. Personne n'est parfait, mais au mieux qu'on peut. C'est important, ça. Ouais. Et les nettoyages énergétiques, ça, c'est quelque chose qui te parle ou pas? Alors, quand on arrive dans une maison qui a été habitée par quelqu'un d'autre auparavant... Dans une chambre d'hôtel?
là c'est particulier. Ça dépend quel hôtel, mais c'est particulier. Mais une maison qui est habitée, il y a forcément, outre la saleté physique, il y a un parfum énergétique des gens d'avant. Alors il peut être très léger, et là c'est facile. On fait le nettoyage, on passe l'aspirateur, on nettoie bien les interrupteurs. Si les tapisseries s'il y a la tapisserie, puis il y a les marques des tableaux, là il faut tapisser ou repeindre. Parfois ça peut être... Et c'est amusant d'ailleurs. Généralement, dans 95% des cas, ou même plus, c'est ça. Il y a juste... Mais on ne peut pas imaginer, par exemple, qu'une famille ait vécu 30 ans sans laisser sa marque énergétique, bien évidemment. Donc ce qui est très amusant, parce que moi je le vis, j'ai déménagé plusieurs fois, la maison que j'ai maintenant depuis quelques temps, moi j'ai tout peint en blanc. Et quand on peint, on a l'impression de gommer le passé. C'est amusant comme tout, c'est chouette. Puis après, ça y est, je suis chez moi. Comment je décore? Ça, c'est génial. Alors après, on en a parlé tout à l'heure, il y a des empreintes qui peuvent être très très fortes, mais ça, je répète, c'est rarissime. Il m'arrivait d'aller dans des maisons où il y a eu des crimes, une commande en tour, des choses comme ça, c'est pas neutre. Quand on rentre, même avant de rentrer, on le ressent. Bon, hop. Mais c'est rarissime, faut pas s'affoler. Ça, je voudrais le dire quand même à tous les co-créateurs et co-créatrices, il faut pas avoir peur. Oui, la mémoire, c'est quelque chose qui peut être neutre ou léger, et vraiment dans la plupart des cas, c'est le cas. Ouais. Enfin, il y a des endroits où on préfère fuir quand même. Oui, ça arrive, ça arrive. Et c'est beaucoup les personnes qui sont là, dans un restaurant, ou dans un lieu, ou dans un appartement, ou dans un bureau. C'est, comme tu dis, la maison a son aura, mais c'est aussi les gens qui y habitent, c'est les gens qui passent du temps, c'est les propriétaires d'un lieu. Tu vois, c'est ça aussi qui fait que ça émane et ça vibre d'une certaine façon. Ah mais oui. C'est les deux, non? Ah mais bien sûr. Les habitants font battre le cœur énergétique de la maison. La meilleure preuve, j'ai expliqué dans le livre comment faire une baguette pour détecter l'aura de sa maison. Oui. L'aura d'une maison inhabitée, par exemple. Une maison qui est en vente. J'ai regardé ça souvent, je trouve ça amusant. Une maison inhabitée, l'aura de la maison, on peut détecter comme l'aura d'un arbre ou l'aura d'une personne, fait 2 mètres en moyenne. Et quand les gens arrivent et habitent la maison, hop, ça y est, ça commence à grandir, et ça fait 5-6 mètres. Et aussi, ce qui est très amusant, c'est que 2 maisons identiques, j'ai vu ça plusieurs fois dans des lotissements, 2 maisons identiques, avec un jardin très bien entretenu, avec des fleurs, une allée bien propre, et l'autre avec n'importe quoi, des seaux, des sacs, des poubelles, l'aura est différent. Tout ça, c'est normal. On ne prend pas soin, le jardin fait partie de la maison. Si on ne prend pas soin de l'extérieur de la maison, elle est vivante, cette maison. Elle est vivante. Et c'est nous qui la rendons vivante. C'est toute une fusion. On l'anime. L'aura n'est pas terrible. Alors que la même maison, avec un jardin entretenu, l'aura était 2 fois plus grand. C'est important de comprendre que la maison ce n'est pas que des murs. C'est vraiment un lieu d'amour entre l'habitant et son nid. On doit être bien dans sa maison. Il faut l'aimer, il faut la choyer, dedans, dehors, l'arrivée, l'énergie va venir. Tout est cohérent. C'est un ensemble. Ce n'est pas des petits bouts de recettes les unes à côté des autres, c'est une globalité. Il faut être heureux d'ouvrir sa porte d'entrée et d'arriver chez soi. Ouais. Et qu'on sente que ça nous recharge, qu'on se sent bien. Oui. Et si ce n'est pas le cas, on doit aller chercher ce qui peut peut-être perturber. Voilà, qu'est-ce qui peut perturber? Pourquoi je ne me sens pas bien à cet endroit-là? Je dis toujours, si on veut savoir, par exemple, s'il y a une pollution électrique très importante dans la maison, le plus simple, si on veut le faire soi-même, c'est de se mettre au milieu de la pièce principale, debout, et demander à quelqu'un de couper le courant. Et si tout d'un coup on sent une libération, là, ça y est, on sent enfin l'énergie du lieu, et on se sent bien. Et on sait qu'il y a peut-être quelque chose à voir au niveau rayonnement électrique, et là on fait venir un géobiologue. C'est quand même assez, il y a un mot en anglais qui s'appelle daunting, c'est-à-dire que c'est pesant au début de se dire « Ah là là, il y a toutes ces choses à faire et la liste est longue ». Non, c'est un peu comme l'alimentation. Oui, c'est ça, mais c'est pas à pas qu'on la change, l'alimentation. Oui, là aussi, mais en faisant des petites corrections comme ça, il y a des choses énormes qui peuvent changer. Énormes. Un autre conseil pour nous, Thierry? Je sais qu'il y en a beaucoup dans le livre et c'est très dur de résumer là en quelques temps parce que moi, tu vois, quand j'entends ça, je me dis ça a un impact sur la santé, ça je sais combien c'est important pour toi, mais ça a aussi un impact sur notre vie entière finalement, l'intérieur de notre maison, et ça a été un long débat entre nous par rapport à ce livre-là parce que c'est vrai que finalement, si on transforme un domaine de sa vie, on voit qu'il y a tous les autres aussi
il y a une répercussion sur tous les autres domaines de notre vie. C'est-à-dire que si on entame une transformation de notre maison et qu'on y travaille avec conscience et bienveillance, on va voir que dans notre vie aussi, par rapport à des projets et autres, l'énergie va mieux circuler. Il y a des choses qui vont être accessibles qui ne l'étaient pas avant. On va avoir des prises de conscience et des ouvertures. Tu as raison, s'occuper de sa maison, c'est s'occuper de soi. Si je donne un conseil, tout le monde va être concerné. Parce qu'en venant, je l'ai vu dans le train, je l'ai vu dans le métro, je l'ai vu dans la rue, et ça me peine, c'est le smartphone. J'en fais pas une fixation du tout, mais vraiment, parce que c'est quelque chose d'indispensable. Je le sais bien, ça sauve des vies. Ce que je voudrais simplement, c'est que les personnes qui ont un smartphone évitent le plus possible de le porter contre leur corps. C'est une source de rayonnement qui est dans le corps éthérique. Ton corps énergétique, il est là, toi. Comme le mien, il est là. Et on s'intéresse à notre corps énergétique. On a des pierres fines qu'on porte sur soi, on prend des médicaments énergétiques. Mais là, on met dans son corps énergétique une source de rayonnement contraire à l'énergie vitale, donc qui parasite l'énergie vitale. De même qu'une montre connectée n'a pas sa place vraiment dans le corps éthérique. Tu vas pas aimer ma bague connectée. Ah, j'aime bien, je veux tirer. Non, j'en suis pas là. Donc... Ah là, je l'ai fâché, je l'ai perdu, Thierry, zut. Lilou, qu'est-ce que tu fais? Faut que je l'enlève. C'est toi qui fais, c'est toi qui choisis. Et non, ce qui est important de comprendre, c'est le contact. Ouais. L'avoir déjà dans la poche de sa veste ou dans son sac à main, ça change beaucoup de choses. Ouais. C'est énorme la différence. Ça, d'éloignement du corps physique, c'est gigantesque. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y a une pollution énergétique. Là, je pense que tout le monde le comprend. Hein. On a un corps énergétique, si on met une source d'énergie dedans, au contraire, ça ne le fait pas. Bon. Et puis aussi, un problème physique. On commence à voir aujourd'hui qu'il y a des problèmes, puisque le port du porc souvent est là, et il y a un problème d'endométriose et de spermatozoïdes chez les jeunes garçons, et d'endométriose chez les femmes, qui serait dû, il faut que je emploie le conditionnel, je suis désolé, qui serait dû au port d'émission des ondes près des organes génitaux. Donc, vous voyez, tu vois, une raison physique et une raison énergétique de ne pas le mettre contre soi. Et si on doit mettre le portable contre soi, mettre le clavier, l'écran, vers le corps, pour libérer le dos, l'endroit où se trouve l'antenne, pour que les ondes partent vers l'extérieur et non pas vers le corps. Parce que l'antenne est au dos. Oui. Donc voilà. Toi, mettre des petits patchs derrière, pour toi, ça ne fonctionne pas? Ça peut éventuellement, je dis éventuellement avec beaucoup de réserve, sur un plan énergétique, mais pas au niveau des ondes. Les mesures sont les mêmes. Ça ne change rien. Les gens me les donnent quand je fais les mesures. Moi, je sais que ça m'a été très utile, parce que bon, j'avais fait ton stage, mais le petit boîtier, là, comment ça s'appelle, le petit boîtier que j'ai utilisé? Je visitais des maisons, tu sais, il m'a évité, dans le coup, j'ai toujours pas trouvé ma maison à Lacanau, mais heureusement, parce que un peu plus, j'ai acheté une maison. Ah oui. Et qui était sacrément bombardée, et heureusement que j'avais ce petit appareil, là. C'était rouge de partout, pourtant il y avait une belle vue, il y avait tout ce qu'il fallait, c'était incroyable. Il détecte les champs électriques, les champs magnétiques et les hyperfréquences. Le SEMprotec est vraiment pratique, il se met dans la poche, il évite les erreurs. Par contre, quand on téléphone, on peut très bien mettre son téléphone, pour dire ça, on peut très bien mettre son téléphone dans un étui anti-ondes. Ça marche. Ah oui. Il y a une petite grille à l'intérieur qui arrête les ondes pour qu'elles ne rentrent pas vers la tête. D'accord. Ou dans le corps. Ça ne rentre pas dans le corps. Aussi. On peut l'avoir dans la poche. Et à ce moment-là, l'étui anti-ondes, c'est vendu sur Internet, hein, un bel étui anti-ondes, un bon étui anti-ondes, empêche la pénétration des ondes dans le corps. C'est une solution physique. Ouais. Ça marche. Oui, ça marche. Ouais. Et puis avec ces notions-là, bien sûr que les choix, pour en revenir à la maison, les choix sont différents. Au quotidien, à partir du moment qu'on est informé, ensuite petit à petit, À chacun de se prendre en main, voilà. Et puis de faire ce qu'il a envie de faire. Parce qu'une fois qu'on le sait, après... Et c'est un acte important. Acheter une maison, c'est un acte important, ou louer une maison, on ne fait pas ça tous les jours. Donc il faut le faire en connaissance de cause, et avoir le maximum, on n'a jamais tous les éléments, mais avoir des éléments importants pour faire le bon choix, parce qu'on engage la vie de la famille, et les parents, celle des enfants. Quand je dis la vie, c'est d'une façon globale. Hein.
Bon, il y a de plus en plus de gens qui se mettent au vert quand même, qui partent aussi loin des grandes villes. Mais... Oui, mais on peut être à la campagne plus pollué que dans une grande ville, en fonction de ce qu'on va mettre dans son habitat. Ouais. Mais bien sûr. Ouais. C'est pas forcément parce qu'on est à Paris qu'on est plus pollué. Oui. D'ailleurs, Paris n'a pas été choisi au hasard. Hein. C'est un endroit, curieusement, où moi je dors très bien. Le sous-sol de Paris est très particulier. Oui, oui. Ouais. Ouais, mais ça, on le réabordera lors de nos sujets. Qu'est-ce que j'aime quand on parle des lieux sacrés? On va en parler bientôt. Ouais. Merci beaucoup Thierry. Bah, c'est moi, ma chère Lilou. Merci, votre maison vous influence, notre bébé. On a fait un bébé ensemble. Non. Mauvaise blague. Ok, sans transition, votre maison vous influence. Écoutez, c'est bien de le savoir. Partagez cette information-là, diffusez cette vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite de délicieuses lectures et découvertes par rapport à votre maison dans ce précieux livre. Merci. Au revoir. Au revoir, merci Thierry.